je vous ai déjà parlé un peu du film Bird, où Eastwood ne joue pas, où il est simplement réalisateur et coproducteur en 88, me semble-t-il, sur donc la vie et la carrière de Charlie Parker, saxophoniste de jazz. Donc là, évidemment, le, le- vraiment la presse même, cette même presse qui le traitait de réactionnaire, ou ces mêmes figures publiques qui le traitaient de réactionnaire, et même qui, quand elle se laissait un peu aller, pouvait aller jusqu'à utiliser des mots comme raciste. Bon, là, commençaient à avoir tourné leur veste parce que tourner un film sur le jazz et un bon film en plus, hein. Même si, bon, moi, à titre personnel, je préfère de loin, moi qui suis un fou de jazz, je préfère de loin un film français qui a eu sa petite notoriété aussi, qui est le Autour de minuit de Bertrand Tavernier, et qui a été tourné à peu près d'ailleurs à la même époque, hein, dans les mêmes eaux. Bon, mais là, c'est une question de goût personnel. Et si vous êtes un fou de jazz, je pense qu'il n'est pas excessif de regarder les deux, hein. Parce qu'en plus, bon, ce qui est génial dans les films sur le jazz, c'est qu'il y a beaucoup de séquences euh, où on voit des morceaux qui sont joués live, hein, par de vrais musiciens de jazz et des grandes figures du jazz qui ne sont pas des acteurs, mais qui sont là juste pour jouer des morceaux sur scène en marge de l'histoire qui est jouée par les acteurs. Donc, quand on est fou de jazz, on aime regarder des films sur le jazz. C'est aussi simple que ça. Bon, Bird est un très très bon film. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, quand même, c'est que Eastwood, qui a toujours, enfin très souvent, joué des rôles de types qui sont voilà, dans les forces de l'ordre, qui traquent les criminels, etc., ce qui est tout à fait respectable, là commence à montrer quelque chose qu'il avait déjà montré dans un film très attendrissant que j'adore, hein, qui est Bronco Billy de 1980. C'est que Eastwood, peut-être en vieillissant aussi, mais peut-être a-t-il toujours été comme ça, hein, ce jeune pianiste de jazz à la fin de son adolescence qui se payait des repas et des bières en jouant des morceaux de jazz. Il a toujours eu cette fibre un peu euh, artistique, poétique, musicale, et plutôt, contrairement à ce que son image pourrait souvent laisser percevoir, plutôt du côté des rêveurs, des gens un peu en marge, et finalement des gens que l'Amérique a du mal à reconnaître et auxquels l'Amérique a du mal à laisser une place. Alors ça, c'est quand même assez intéressant puisque justement Eastwood avait l'image d'un conservateur réactionnaire. Bon, il ne l'a pas volé puisque il s'est toujours porté, euh, il s'est toujours déclaré plutôt en soutien de candidats conservateurs républicains. Mais il a aussi cette part d'humanité qui fait que, euh, au même titre que des artistes qui s'affichent comme très publiquement progressistes, ben lui aussi, à sa façon, il a cette tendresse, cette compassion pour des gens qui n'ont pas réussi à réaliser leurs rêves. Ne pas réussir à réaliser son rêve aux États-Unis, ben, ça veut dire très souvent être dans l'échec social, l'échec financier, voilà, faire partie des marginaux. Alors dans Bird, par exemple, le film sur Charlie Parker, ben là, le côté hors système du personnage de Charlie Parker, ben c'est bien sûr son alcoolisme chronique et sa toxicomanie
comme énormément de musiciens de jazz, Charlie Parker est toxicomane. Nous savons tous que les grandes stars du rock et de la pop, beaucoup d'entre eux ont été de grands consommateurs de drogue, mais ils ont eu des prédécesseurs, hein, tous ces gens-là. La drogue dans la musique, ça a commencé déjà avec le jazz, hein. Énormément de grands musiciens de jazz et chanteurs ou chanteuses de jazz ont été de grands toxicomanes. Alors il y a d'abord eu la grande époque de la morphine, puis est arrivée l'héroïne. Des gens comme Miles Davis ont été polyaddicts, hein, on dirait aujourd'hui. Voilà. Pour des raisons X ou Y, qu'on ne va pas prendre le temps d'aborder, la vie sur les routes, de concert en concert à chaque coin du pays, la vie nocturne, cette vie un peu à l'envers par rapport aux gens ordinaires. Les musiciens, cette vie-là, ils se la choisissent. C'est la vie qu'ils voulaient, mais c'est aussi une vie qui est vectrice de beaucoup de déséquilibres et de dangers pour son équilibre et sa santé. Et donc, ce qui est intéressant, ce qui est honnête en tout cas dans le film d'Eastwood, c'est qu'il montre tout. Il montre que Charlie Parker était l'un des plus grands génies du jazz, en tout cas dans son style, le bebop, mais qu'il était aussi un individu en proie à des tentations destructrices qui ont eu raison de lui à un âge finalement assez jeune. Voilà, le film montre tout, hein, de ce côté-là. Et Eastwood montre que voilà, il a beau dans certains films être celui qui pourchasse les criminels et qui est toujours du côté de l'Amérique droite dans ses bottes, qui se lève tôt le matin pour aller travailler, et voilà, et c'est tout à fait respectable. Mais il aime aussi faire des films où il montre sa tendresse pour des gens qui sont emblématiques de tout le contraire. Voilà. Donc dans Bronco Billy, par exemple, en 1980, il est le chef de troupe absolument improbable d'un cirque qui veut raconter à l'Amérique moderne de 1980 ce qu'était le Far West, l'époque des cow-boys, des Indiens, etc. Et ils le font avec 3 francs 6 sous, vraiment dans des conditions absolument improbables, et une fin de film absolument inénarrable, où ils se produisent sous un chapiteau ce chapiteau a été fabriqué par les pensionnaires d'un hôpital psychiatrique, tous plus barjots les uns que les autres, qui ont cousu entre eux je ne sais quelle quantité de drapeaux américains pour que ça fasse un chapiteau. Bon. Voilà, on est loin du personnage froid et intolérant envers les poètes, intolérant envers les rêveurs. Ben non, désolé, le côté réactionnaire qu'on nous a vendu, non. Clint Eastwood, quand il a pu se le permettre parce qu'il est devenu une superstar d'Hollywood extrêmement bien payée, et qu'en plus il avait de plus en plus de liberté dans ses choix en tant qu'acteur, producteur, réalisateur, il a eu envie de nous montrer une Amérique qui est bien loin du rêve américain qui nous est vendu parfois, une Amérique des losers, une Amérique des perdants, une Amérique des rêveurs. Bref, ce type-là, il sait tout faire. Voilà. Parce qu'il est beaucoup plus complexe que ce qu'on a voulu le dire. Voilà. Une grande injustice envers Clint Eastwood, c'est d'en avoir fait quelqu'un d'extrêmement... tout d'un coup, le contraire de binaire m'échappe. Voilà, on a voulu beaucoup trop simplifier la personne qu'il était.
à travers notamment les personnages qu'il a joués à l'écran. Le personnage de Bronco Billy a un moment une phrase que je trouve très mignonne, même si elle semble anecdotique un peu dans le film. Quand Miss Lily, la dame en difficulté qui ramasse sur la route parce qu'elle a été plaquée par son conjoint, lui demande mais qu'est-ce qu'il fout là à être le chef de troupe improbable d'un cirque du Far West qui vend du rêve aux gens pour 3 francs 6 sous. Il explique qu'à un moment, il a fait un métier normal. Il était vendeur de chaussures. Et puis qu'un jour, où il était dans ce magasin où il vendait des chaussures, il a dit, bon, maintenant ça suffit. Il a tout plaqué et il est allé faire le bohémien de ville en ville avec une troupe de gens aussi allumés que lui. Je ne sais pas comment il les a convaincus. Alors un cracheur de feu, un manieur de serpent, des Indiens. Bon, lui, il est bon tireur, donc il fait un numéro de tir. Mais voilà, c'est un Américain moyen qui a un métier entre guillemets normal, reconnu socialement, bon, pas très valorisé, mais voilà, un vendeur de chaussures qui un jour dit non, non, moi c'est pas ça hein, ma vie, hein, c'est plus possible. Hein, moi je veux être un bohémien qui part sur les routes pour vendre du rêve aux gens. Bon, euh, les gens qui traitent Eastwood de réactionnaire, alors ils pourront toujours dire que le rêve qu'ils vendent aux gens, c'est l'Amérique traditionnelle du Far West et que donc c'est un passéiste qui refuse le progrès et que donc ouais, c'est un réac, c'est un conservateur. Ça se tient, mais en tout cas, et c'est pour ça que j'adore ce film, Bronco Billy, moi je me reconnais un petit peu là-dedans. Euh, c'est que voilà, c'est un type qui à un moment a un métier normal, accepté socialement, mais qui a envie de plus qui a envie d'une vie qui donne plus de part au rêve, à la fantaisie, au fait de donner, de voir les étoiles dans les yeux des gens, que ce soit des enfants ou que ce soit leurs parents, et qui décide un jour que il va essayer de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que il le réussit qu'à moitié. Il devient pas riche en faisant ça, loin de là. Et donc, il, il n'était pas un winner au départ, hein, c'était pas un gagnant au départ puisqu'il gagnait pas une fortune en tant que vendeur de chaussures, mais à la limite en faisant le bohémien, il se fout encore plus dans la merde parce qu'il va gagner encore moins d'argent. Mais il suit son rêve, voilà. Il finit par dire c'est ça que j'avais envie de faire, il faut absolument que je le fasse. Eh bien voilà, moi je trouve que ça, j'adore ce film Bronco Billy, hein, 1980 donc. Je trouve que là aussi on tranche radicalement avec l'image que ses pires détracteurs ont voulu donner de lui, hein. Et un des personnages les plus sympathiques du film, qui est le meneur de troupe, le monsieur loyal, est joué par un Afro-Américain. Donc bon, ben voilà. Mais bon, je crois que les gens qui l'accusaient de racisme à Clint Eastwood, là, je crois qu'ils sont allés dormir. Là. En 1989, si ma mémoire est bonne, Eastwood sort un film assez atypique hein, dans sa carrière, qui s'appelle Chasseur blanc, cœur noir, White Hunter, Black Heart. C'est un film dont je garde un souvenir particulier parce que moi je sortais de l'adolescence, je crois que j'étais à peine majeur et c'est le premier film avec Clint Eastwood que je suis allé voir tout seul au cinéma. Donc j'en garde évidemment un souvenir assez particulier. Il joue, donc le film se déroule en Afrique et c'est un film qui se veut plus ou moins basé sur des personnages qui ont existé. Je crois que alors tous les gens, tous les spécialistes de cinéma, des gens beaucoup plus pointus que moi, hein, ne sont pas tous d'accord, je crois, sur le personnage que Eastwood a voulu imiter. Il y a des gens qui pensent sérieusement que c'est John Huston, hein, réalisateur haut en couleur,
un petit peu le Ernest Hemingway du cinéma, on pourrait dire ça comme ça. Un personnage extrêmement ambivalent, qui est donc un réalisateur de films très, plutôt apprécié à Hollywood. Ça se passe dans les années 40, 50, et qui est amené donc à aller en Afrique pour tourner un film. Alors, il me semble que le film serait le African Queen de John Huston, avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn. Voilà, donc le film Chasseur blanc, cœur noir raconterait l'histoire du tournage de ce film, hein. Et le personnage de premier plan donc, dans ce film, c'est le personnage incarné par Eastwood, c'est le réalisateur du film qui doit se tourner en Afrique. Ce réalisateur a des côtés extrêmement sympathiques et attachants, et il y a des moments où c'est le pire abruti de la planète. Donc, si on commence par le négatif, il veut... En fait, il en a rien à faire de la qualité du film qui va tourner. Il ne s'intéresse pas du tout au film qui va tourner. Bon, de toute façon, il sait qu'il sera payé quand même. Il y va uniquement parce qu'il a un fantasme, c'est de participer à un safari où il pourrait tuer un éléphant. Je vous avais averti que son côté abruti, il est très 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 assumé, hein. Donc voilà. Et il va échouer dans cette entreprise à la fin du film. Parce que finalement, au dernier moment, quand il se retrouve devant l'éléphant, il n'a pas le cran de tirer parce qu'il se rend compte qu'il a affaire à une créature à côté de qui il est un moustique. Bon, alors par le format et la puissance, mais aussi par le fait que, bon, euh, je pense que le personnage se rend compte que l'éléphant qu'il a en face est une créature de Dieu autrement plus charismatique que le crétin qu'il est quand même un peu au fond de lui, quoi. Donc je crois qu'il y a une forme de respect au dernier moment pour cet animal. Le problème, c'est que c'est trop tard. Au moment où il a ses doutes et où il n'arrive pas à tirer, l'éléphant, lui, se rebiffe parce qu'il trouve que tout le monde s'est approché de trop près. Et l'éléphant, hélas, au lieu de tuer le personnage incarné par Eastwood, ce qui aurait été de bonne guerre, l'éléphant va tuer l'un des guides africains que le personnage joué par Eastwood a employé pour l'aider à réaliser son safari. Et donc évidemment, les gens du village en Afrique qui avaient plutôt ce réalisateur de films à la bonne, hein, il était exotique, il venait de l'Occident, etc. À la fin du film, ils peuvent vraiment plus le blairer parce que à cause de lui, ben, l'un de leurs frères est mort. Mais ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que ce même personnage défend dans un passage où il est dans une tentative de séduction par rapport à une dame qui ne fait pas partie du tournage du film, mais qui est peut-être une touriste ou qui est dans le coin, donc une occidentale. Il a des vues sur elle, il aimerait beaucoup passer la fin de la nuit avec elle. Le seul problème, c'est qu'il y a un troisième personnage à la table qui est le scénariste du film, hein, sur lequel le personnage joué par Eastwood doit travailler. Donc il y a le réalisateur du film, le scénariste et cette jolie dame. Et cette jolie dame, elle est très jolie à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est très très laide, hein. C'est-à-dire que elle laisse très très clairement entendre que c'est dommage que Hitler n'ait pas fini le boulot, si vous voyez ce que je veux dire. Or, le personnage du scénariste est de confession juive et dit à la dame: Madame, je préfère vous prévenir avant que vous n'alliez trop loin dans vos propos.
vous avez l'air de ne pas beaucoup apprécier les gens de ma confession et je tiens à vous le préciser avant que vous alliez trop loin. J'en fais partie. Et cette dame n'arrive pas à se taire malgré ça et elle continue en disant oui, non, mais vous êtes quelqu'un de sympathique, mais enfin bon, quand même, hein, votre communauté, hein, c'est bon. Et ce qui est intéressant dans le personnage de Eastwood est que, bon, alors qu'il voulait clairement passer la nuit avec cette dame, ben, il éprouve le même dégoût que son ami scénariste en voyant ce que cette dame est réellement à l'intérieur d'elle-même. Il dessine un croquis d'elle tout en discutant parce qu'il est très doué pour cela, où il la dessine en lui mettant la moustache d'un certain Adolphe H. Et il lui dit clairement, euh, Madame, vous êtes une... Alors je ne sais plus comment il lui dit, vous êtes la créature la plus abjecte que j'ai jamais vue. Voilà. Si tu voulais conclure avec une dame pour finir la nuit avec elle, il y avait peut-être autre chose à dire. Ben non, il avait plus du tout envie de conclure parce que ben, il a des valeurs, il supporte pas que son ami juif soit insulté ainsi par la première venue. Et son ami, donc une fois que la dame part absolument indignée parce que malgré la monstruosité de ses propos, c'est elle qui s'estime victime, donc elle part extrêmement remontée. Et alors que les deux hommes se retrouvent seuls l'un avec l'autre, le scénariste lui dit bah, je suis désolé hein, parce que je sais que tu avais des vues sur elle. Alors lui dit non, non, t'as pas à être désolé. Et dans la foulée, donc, pardon, mais bon, s'il y a bien un truc, je crois que on n'a jamais reproché à Clint Eastwood, c'est l'antisémitisme. Donc peut-être que je l'ai défendu pour rien. Mais bon, allez, c'est fait. Et donc dans la foulée, il s'aperçoit que le maître d'hôtel, puisqu'on est dans un pays africain, je ne sais plus exactement lequel, je vous le confie très humblement, mais qui est donc une colonie anglaise à la base. Hein. Donc toute cette équipe de production hollywoodienne, elle est logée dans un hôtel extrêmement luxueux dans un village africain hein, pour être au plus près du tournage de leur film. Et le maître d'hôtel, pardon, le chef de l'hôtel, le directeur de l'hôtel, c'est un Anglais très très voilà colonialiste à l'ancienne. Hein. Heureusement qu'on est là pour coloniser ces incultes, ces sauvages. Voilà, il est vraiment dans cet esprit-là. Et le personnage joué par Eastwood, donc le réalisateur de film, voit que ce directeur d'hôtel est extrêmement insultant et même violent envers son personnel noir africain. Et à un moment, il n'en peut plus et il provoque, et lui, il est tout le contraire, justement, avec ses employés africains, il les traite d'égal à égal quand il leur passe une commande, qu'il leur demande un plat, il y met toutes les formes, etc. etc. Et même le directeur de l'hôtel est un peu agacé par le fait que le personnage joué par Eastwood soit aussi courtois envers ses employés qui, à ses yeux à lui, ne sont que des sauvages. Donc Eastwood va le provoquer en duel, ce qui est intéressant, et c'est pas si courant que ça dans un film de Clint Eastwood, c'est que Eastwood qui provoque le directeur de l'hôtel en duel physique, c'est-à-dire un combat de boxe. Eastwood se prend une raclée monumentale, le directeur de l'hôtel est 10 fois meilleur boxeur que lui, il est plus jeune aussi. Mais le personnage d'Eastwood a voilà, des propos plutôt intéressants envers son ami quand le directeur de l'hôtel les laisse et dit bon, allez, je t'ai mis une branlée, maintenant je te laisse. T'as perdu, mais donc je te laisse, je m'en vais. Donc les deux personnages amis sont seuls l'un avec l'autre. Et Eastwood dit c'est pas grave que je ne sois pris une branlée. L'essentiel c'est que
je sois resté fidèle à ce que j'ai ressenti, à mes convictions. Parce que sinon, ben, si on dit rien, ben, on reste avec du pu à l'intérieur. Voilà, ça pourrit à l'intérieur, ça sort pas. Alors que là, ben, même si je me suis pris une raclée, euh, je me sens nettoyé parce que j'ai été fidèle à mes convictions. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre aussi que, ben, toujours pareil, euh, on ne fait pas un film comme ça où on prend la défense des personnes quand on est ouvertement raciste. C'est pas possible. Mais en même temps, il joue un personnage névrosé qui a ses mauvais aspects et par sa faute, un indigène va perdre la vie de façon tout à fait stupide dans un safari. Alors là, dans ce film Chasseur blanc, cœur noir, ce qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est que chez Clint Eastwood, c'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Nous pouvons avoir nos aspects honorables, respectables et magnifiques à l'intérieur de nous. Et puis on peut avoir aussi notre Mr. Hyde. Et puis parfois on est entre les deux, on est dans une zone grise. Et ça, c'est quelque chose que Clint Eastwood a su très 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 bien montrer en tant que réalisateur et acteur-réalisateur. Et les gens qui l'accusent d'un cinéma simpliste euh, et qui n'ont pas su déceler ces messages et ce symbolisme, ben, c'est peut-être pas que le cinéma de Eastwood est simpliste, c'est peut-être eux qui sont un petit peu trop simples d'esprit. En 1991-92 sort Clint Eastwood sort un western. Ça a commencé à faire un moment qu'il n'en avait pas fait. Ce western va vraiment faire date dans sa carrière, puisque je ne voudrais pas dire de bêtises. Hein. Si j'en dis une, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Mais je crois que c'est le premier film dans lequel il a eu un Oscar pour meilleur film. Enfin, vraiment là, le premier film où il a vraiment été récompensé par les Oscars, c'est bien sûr le film Impitoyable, Unforgiven. Euh, Bon, un western vraiment extrêmement bien fait, extrêmement intéressant, extrêmement puissant au niveau du jeu, au niveau de l'histoire, etc. Mais bon, ce que je retiens de ce film, et honnêtement, c'est pas seulement pour coller à ma problématique, qui est non, Clint Eastwood n'est pas un raciste, hein, si je devais vraiment résumer de façon très caricaturale ce long travail que je suis en train de faire avec vous. Non, Clint Eastwood n'est pas un raciste. Bon, ben, ce qui illustre très bien, c'est que va commencer avec ce film impitoyable, une collaboration qui va s'étendre sur plusieurs films par la suite, avec l'immense, le génialissime Morgan Freeman. Euh, donc, c'est la première fois qu'ils tournent ensemble. Hein, ils vont jouer deux anciens tueurs du Far West qui vont être amenés à reprendre les fusils alors qu'ils avaient décidé de mener une vie normale, de fermier, etc. Ils le font pour une cause qui est plutôt noble, hein, c'est que ce sont des prostituées dans un village du Far West qui se cotisent pour les payer à tous les deux. Et même ils ont un jeune acolyte avec eux, donc en fait ils sont trois. Ces prostituées veulent venger une collègue qui a été défigurée par une énorme brute sans nom et donc qui est marquée à vie. Ben oui, il y avait des prostituées dans le Far West. Hein. Ça, on l'a pas vu dans les films avec John Wayne, évidemment. Hein. Les Blancs étaient irréprochables, ils buvaient tous du lait et ils faisaient leurs prières chaque matin. Ouais, tu parles. Bien sûr que non. Donc Clint Eastwood a le mérite dans ce western de montrer que le Far West, c'était franchement sale. Pas toujours, mais très souvent. Bon, après ça, c'est pas un sujet qui me passionne. Hein. Je suis pas un énorme passionné de western. Donc
ce que je retiens dans ce film, c'est sa première grande collaboration avec Morgan Freeman, euh, acteur afro-américain de renom. Et euh, bon, l'histoire dira si j'ai raison, parce que je m'avance déjà un petit peu, mais pour moi, c'est probablement l'un des 20 meilleurs acteurs américains de toute l'histoire du cinéma hollywoodien. Morgan Freeman, ce type a un charisme, une présence, un naturel à l'écran incroyable. Et Morgan Freeman va tout de suite adhérer à la philosophie de travail du réalisateur Eastwood, qui est bon, allez, on ne traîne pas là. La première prise est bonne, on passe à la seconde. Et les répétitions, vous les faites tout seul chez vous. On ne les fait pas ici. Voilà, vous travaillez chez vous en amont, et puis quand on arrive, on ne répète pas des plombes. On arrive, on s'y met tout de suite, si la première prise est bonne. Parfois même, Eastwood est très très malicieux. Il fait croire à ses acteurs qu'ils sont en train de répéter, et puis il fait des petits signes discrets à des techniciens qui parlent le même langage que lui, et en fait discrètement ils enregistrent la scène. Et donc les acteurs, une fois qu'ils ont fini de jouer ce qu'ils croient être une répétition, Eastwood dit bon, ben c'est bon, c'est dans la boîte, on peut passer à la suite. Donc les acteurs évidemment interloqués, mais comment c'est dans la boîte? C'était une répétition. Oui, oui, mais on a fait une maladresse là. On a appuyé sans faire exprès sur un bouton et les caméras sont enclenchées. Donc finalement, on a filmé votre répétition et c'est pas mal. On va la garder comme ça. Bon. Morgan Freeman adhère complètement à cette philosophie de Eastwood. On essaie de travailler vite dans le calme, dans la discipline, dans une certaine bonne humeur aussi, mais voilà, pas dans l'hystérie hollywoodienne venue de l'Actor Studio de New York et compagnie. Voilà, on est aux antipodes de tout ça. Et donc, ben, visiblement, artistiquement, humainement, j'en sais rien après tout. C'est pas vraiment mon affaire, mais artistiquement, Morgan Freeman et Clint Eastwood vont tout de suite s'entendre comme larron en foire. Et Freeman va devenir vraiment un acteur fétiche pour Clint Eastwood, ce qui confirme donc le racisme légendaire d'Eastwood, parce que faire d'un acteur afro-américain l'un de ses acteurs fétiches pour lui donner des rôles tous plus sublimes et gratifiants les uns que les autres, c'est vraiment le moyen ultime de montrer qu'on est un suprématisme blanc, et patati patata, c'est évident. Donc Freeman et Eastwood vont retravailler ensemble. Alors notamment pour un film, alors je vais essayer de faire ça dans l'ordre. D'abord $1 Million Baby, où Freeman va jouer un personnage magnifique alors comment le définir? Il serait l'homme d'entretien, le gardien du gymnase de boxe que possède Clint Eastwood et où il est entraîneur. Mais on comprend dans le film que Freeman est lui-même un ancien très bon boxeur. Mais voilà, il est trop vieux maintenant pour boxer. Puis donc il est le bras droit d'Eastwood, et il s'occupe de la gestion matérielle un petit peu du gymnase de boxe, alors qu'Eastwood, lui, c'est l'éducateur de boxe qui entraîne. Et il y a une scène absolument sublime, vraiment, là, Clint Eastwood, même si le film parle évidemment d'autre chose, on y reviendra, une jeune femme qui veut devenir championne de boxe. Et l'actrice qui joue ce rôle est absolument géniale, vraiment. Et elle a bossé dur pour pouvoir incarner ce rôle, puisque elle n'était pas du tout boxeuse au départ. Donc allez, on va quand même reconnaître que le film, il est d'abord basé sur
la relation entre le professeur de boxe et sa boxeuse. Donc évidemment, c'est logique hein, quand on est un énorme sexiste, un énorme macho comme Eastwood, d'offrir sur un plateau un rôle à une jeune actrice, euh, de jeune femme qui veut devenir championne de boxe. Voilà, c'est un rôle magnifique pour une jeune actrice. Et quoi de mieux pour prouver qu'on est un énorme sexiste que de donner un rôle magnifique à une jeune femme. Bon, allez, je finis par renforcer des portes ouvertes. Mais le rôle donné à Morgan Freeman, il est fabuleux aussi quand même, hein. Et notamment une scène que je trouve absolument mémorable, où une des meilleures scènes du film pour moi, Million Dollar Baby. C'est vraiment un très beau film. Euh, un jeune homme qui est un peu le... si je simplifiais, je dirais, en France, on dirait un peu l'idiot du village, quoi. Le mec qu'on aime bien, mais qui est un peu... voilà, il a peut-être pas la lumière à tous les étages, enfin en tout cas pas tout le temps. Mais il est adorable, c'est un jeune homme qui fait de mal à personne, il embête personne. Et il vient tous les jours au gymnase pour s'entraîner, enfin faire semblant de s'entraîner et s'imaginer qu'il est capable de devenir un très bon boxeur. Et les gens qui ont du cœur, et il y a beaucoup de gens qui ont du cœur dans la boxe, le laissent tranquille et le laissent vivre son délire. Et eux, ils font leurs vrais entraînements parce que ce sont de vrais athlètes qui peuvent devenir de vrais boxeurs. Et ils laissent ce jeune rêveur cohabiter avec eux et vivre son délire. Et évidemment, dans les gens qui ne l'embêtent pas et qui ont de l'affection pour lui, il y a Morgan Freeman, le gardien du gymnase. Et puis un jour, il y a un ou deux espèces de crétins, enfin un crétin en particulier, un boxeur qui se croit plus malin que tout le monde, et qui en a beaucoup dans les poings, mais pas beaucoup dans la cervelle. Il se met en tête de maltraiter notre jeune rêveur du gymnase. Ça commence à prendre une sale tournure parce qu'il s'en prend à lui physiquement. Et là, Morgan Freeman, qui est donc un personnage évidemment vieillissant dans le film, va se rappeler qu'il a été un bon boxeur un jour et il va se permettre de monter sur le ring et de donner à ce bourreau imbécile la leçon qu'il mérite. Et il le pulvérise. Et du coup, il sauve la peau de notre jeune rêveur qui sinon allait passer un sale quart d'heure. Et notre jeune rêveur, tout d'un coup, cet incident lui donne un espèce d'électrochoc de lucidité. Et il dit au personnage de Morgan Freeman, mais je vais pas bien, moi. Je suis dans mon délire là, alors que je sais pas boxer. Et Morgan Freeman, je sais plus exactement ce qu'il lui dit, mais c'est du genre, écoute, la porte pour toi elle est grande ouverte, tu reviens demain et basta. Cette scène du film est absolument sublime. Et parce que Morgan Freeman est sublime. Et parce que son réalisateur lui a donné une scène qu'il n'a pas écrite, hein, parce que Eastwood n'est pas scénariste. Mais enfin voilà, c'est un cadeau là, hein, qu'un réalisateur donne à un acteur. Une scène pareille où tu peux incarner un personnage aussi humain, aussi... voilà. Là, avec ce film, on commence à avoir l'impression que la complicité entre Morgan Freeman et Clint Eastwood, elle est quand même très, 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 très forte. Et encore une fois, si on n'est pas là, enfin moi en tout cas, ça m'intéresse que très moyennement de savoir si des acteurs, des artistes sont vraiment amis dans la vie. Je m'en fous un petit peu, moi ce que je veux voir c'est des choses qui se passent à l'écran, mais ce qui se passe à l'écran c'est très très fort, hein. Et ils vont remettre le couvert très peu de temps après, hein, 2005-2006, avec El Famoso film Invictus, basé
bien sûr sur une histoire vraie, qui est l'accession au pouvoir en Afrique du Sud, l'élection au poste de président de Nelson Mandela après 27 ans passés en prison et sa tentative de réconcilier dans l'Afrique du Sud post-apartheid les Blancs et les Noirs à travers le sport, la Coupe du Monde de rugby, auquel donc le président Mandela va donner une importance qui pourrait paraître déraisonnable, car il y a plus important dans la vie d'un pays que les compétitions sportives. Hein. Il y a l'économie, il y a le social, etc. Mais le président Mandela, donc joué par un Morgan Freeman absolument... je trouve même plus les mots. Bref, Morgan Freeman incarne le président Mandela. Clint Eastwood ne joue pas dans le film, il ne fait que le réaliser. L'autre rôle important dans le film, c'est Matt Damon qui le joue. Hein, il joue le rôle du capitaine de l'équipe de rugby d'Afrique du Sud, qui a donc réellement existé, François Pienaar. Et donc voilà, le président Mandela va se servir du rugby qui est, à cette époque, en 1995, vécu par les Noirs d'Afrique du Sud, qu'on appelle les Zoulous. C'est pas du tout un terme péjoratif et méprisant hein, en Afrique du Sud. Le terme Zoulou, c'est le terme normal pour parler des Noirs d'Afrique du Sud. Ils n'aiment pas le rugby. Ils sont ultra minoritaires à le pratiquer, je dis bien à l'époque, hein, donc en 1995, puisque le film a été réalisé en 2005, je crois, mais il parle donc d'une histoire qui s'est passée en 95, c'est-à-dire Mandela a été libéré il y a peu de temps, sous la pression un petit peu internationale. Hein, il a été libéré de prison et dans la foulée, après s'être reposé un petit peu, il décide de se présenter comme président. Je ne vais pas trop vous parler de la vraie histoire là, de l'Afrique du Sud, je vais vous parler plutôt de comment elle est racontée dans le film. Donc, bien que angliciste, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Afrique du Sud, et encore moins de rugby d'ailleurs. Mais le président Mandela se présente à l'élection avec vraiment dans sa tête l'idée de réconciliation. Et cela va surprendre un petit peu tout le monde en Afrique du Sud, puisque après 27 ans passés en prison, et pour y être rentré pour activiste politique anti-apartheid très actif, hein, que certains blancs qualifient de terrorisme, hein, certains blancs pro-apartheid ont accusé Mandela au moment de le mettre en prison d'être un terroriste, c'est-à-dire que pour lutter contre la discrimination entre blancs et noirs, il employait des méthodes fortes. C'est ce que lui ont reproché les gens qui l'ont mis en prison. Bon, il en sort de prison 27 ans après, en 91. Il se fait applaudir aux Jeux Olympiques de Barcelone au stade de Montjuïc. Alors ça, c'est pas dans le film, c'est moi qui vous le dis, c'est la vraie histoire. Il prend le temps de se reposer un petit peu quand même et de profiter de sa famille parce qu'il sort quand même de 27 ans de prison. Et puis, il décide de se présenter donc aux élections présidentielles donc, en Afrique du Sud et il gagne. Et donc, en 1994, il devient président d'Afrique du Sud. Et les Blancs, qu'on appelle les Afrikaners, c'est un mot d'origine hollandaise, car avant d'être une colonie britannique, l'Afrique du Sud était une colonie hollandaise. Et donc, c'est ce qui explique qu'il y a beaucoup de noms de famille de Blancs d'Afrique du Sud qui ressemblent plus à du hollandais hein, qu'à de l'anglais. Voilà, cette petite racine hollandaise est restée dans les noms de famille, hein, entre autres.
Et donc tous ces gens, beaucoup de blancs d'Afrique du Sud se disent aïe 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 aïe. On a un président noir qui arrive au pouvoir. En plus, on l'a laissé en prison 27 ans. Il va nous rendre la vie impossible. Il va vouloir se venger et il va avoir tout un peuple avec lui qui est le peuple des Zoulous, des Noirs d'Afrique du Sud, qui va vouloir se venger de nous aussi. Et au lieu de cela, Nelson Mandela ne va cesser de prôner la réconciliation. Et le premier événement qui se présente à lui, alors ça c'est à la fois dans le film et dans la vraie histoire, hein, les deux à la fois. Le premier événement qui se présente à lui, c'est que l'organisation de la prochaine Coupe du Monde de rugby doit se passer en 1995, donc peu de temps après l'élection de Mandela. Et devinez où? Elle doit se passer en Afrique du Sud. Du coup, Mandela se dit, on va organiser un événement important chez nous, sportif. Il est important que ce soit un moment de communion collective et qu'on essaie d'enterrer la hache de guerre entre blancs et noirs. Et donc, du coup, ce qui nous aiderait quand même, c'est que notre équipe nationale, elle gagne cette Coupe du Monde de rugby. Déjà, que ce soit nous qui l'organisions chez nous, cette Coupe du Monde, c'est sympa, mais si notre équipe pouvait la gagner, ça serait encore plus un facteur de cohésion. On a peut-être connu ça, nous, en France, en 1998, quand la France organisait la Coupe du Monde et que les Bleus l'ont gagnée. Quand les planètes se rencontrent, tout un pays a l'impression qu'on est tous amis, on est tous frères. Bon, il y a parfois des lendemains difficiles après. Hein. Bon, bref. Donc Mandela veut absolument que l'équipe d'Afrique du Sud gagne. Et le problème, c'est qu'à l'époque, en 1995, l'équipe d'Afrique du Sud, elle ne vaut pas un clou. Donc les conseillers sportifs, les gens qui s'y connaissent, lui disent « Monsieur le Président, vous ne vous rendez pas compte, on a vraiment une équipe de chèvres. Hein. Ils se font marcher dessus par tout le monde. » Donc Mandela dit « Ben oui, il faut changer cela. Il faut arriver à les motiver et à leur faire prendre conscience qu'ils ont une opportunité historique, c'est de mettre derrière eux, tous ensemble, des gens qui normalement ne peuvent pas se voir entre eux, se détestent et n'hésitent pas même à s'entretuer si on leur en laisse l'occasion. Donc pour cela, le président Mandela rencontre François Pinard, qui est le capitaine de l'équipe nationale, donc qui est joué par Matt Damon, et lui dit il faut qu'on se motive, et peu à peu, parfois sans le dire, parfois en ne disant les choses qu'à moitié, Nelson Mandela finit par faire complètement comprendre au rugbyman, au capitaine de l'équipe, ce qu'il a en tête. Et le capitaine de l'équipe va complètement adhérer à l'idée de Mandela et va essayer de motiver ses partenaires d'équipe, ses coéquipiers, pour leur expliquer que ce que le président a en tête vaut le coup qu'on se bouge les fesses et qu'on s'améliore. Il leur demande beaucoup, Mandela, à ses joueurs, puisque comme le rugby est un sport, c'est vraiment le sport des Blancs en Afrique du Sud, des Blancs plutôt riches. Les Noirs des ghettos, eux, ne jurent que par le football. À l'époque, il n'y a qu'un seul joueur noir dans l'équipe de rugby nationale d'Afrique du Sud. Il s'appelle Chester, tous les autres sont des Blancs. Donc, le président Mandela demande aux joueurs de l'équipe nationale de faire l'effort. En plus des entraînements pour préparer la Coupe du Monde, il leur demande d'aller dans les quartiers pauvres où ne vivent que des jeunes noirs qui aiment le foot pour les initier au rugby. Donc il leur demande de travailler encore plus que d'habitude. Alors c'est vrai qu'à cette époque, le rugby vient de passer au professionnalisme, et depuis peu, avant c'était un sport amateur. Donc c'est quand même leur métier d'être des rugbymen, mais bon, la charge est quand même lourde.
Donc les joueurs, tous ne le prennent pas aussi bien les uns que les autres, mais amené par un capitaine d'équipe qui est absolument convaincu par l'attitude de Mandela, qui adhère à fond à sa philosophie, ils vont tous se bouger et ils vont remporter la Coupe du Monde de rugby. Dans la foulée, alors ça n'est pas du tout montré dans le film, mais là je vous dis ce qui s'est passé dans la vraie vie, c'est que Nelson Mandela et le capitaine de l'équipe de rugby sont devenus tellement amis que François Pinard, donc le capitaine de rugby de l'équipe nationale, quand il a eu son premier enfant, il a demandé au président Mandela d'être son parrain. Et Mandela l'a accepté. Donc ça, c'est pas dans le film, c'est dans la vraie vie. Bon, il y a un autre truc quand même qui est pas dans le film et qui est dans la vraie vie, c'est que on sait depuis que l'équipe nationale de rugby sud-africaine a gagné cette compétition en explosant les records de dopage. Et que à l'époque, c'était vraiment des pionniers en la matière. Voilà. Ils ont certainement été rattrapés depuis par d'autres équipes, que ce soit des clubs ou que ce soit des équipes nationales. Mais donc à l'époque, ils étaient un peu des précurseurs. Surtout que le professionnalisme n'en était qu'à ses premiers pas. Donc l'argent dans le rugby n'en était qu'à ses débuts. Et il semblerait quand même que pour gagner, pour unir tout ce peuple, etc., mon Dieu, que c'est magnifique. On a quand même utilisé énormément de produits dopants et de saloperies qu'on a donné aux joueurs. Alors je ne pourrais pas exactement vous citer mes sources, mais c'est quand même quelque chose qui est revenu de façon récurrente un peu dans le milieu du sport, sans vouloir porter offense à la mémoire du président Mandela, puisque ses intentions étaient nobles, et ses successeurs n'ont pas réussi d'ailleurs à maintenir son rêve, son projet d'unité, parce que ils n'avaient pas son charisme, hein, peut-être. Mais voilà, il y a eu énormément de dopage et quand même quelque chose qui contribue à donner du crédit à cette thèse, c'est que beaucoup de joueurs de l'équipe de l'époque sont morts à un âge très jeune. Voilà, et que quand il y en a qu'un, c'est une chose, mais quand c'est récurrent, bon, on commence quand même à se poser des questions. Ça, c'est évidemment pas dans le film. Mais bon, voilà, dans la vraie vie, beaucoup de personnes ont écrit là-dessus et ont fait des recherches sérieuses là-dessus. Bon, ça n'enlève rien à la beauté du film Invictus, à la beauté de son message et évidemment au talent de son interprète principal qui est Morgan Freeman. Matt Damon est très bon aussi dans le rôle du capitaine de l'équipe de rugby, mais bon, vraiment Morgan Freeman a une présence absolument charismatique et incarne un Nelson Mandela plus vrai que nature. Donc encore une fois, Clint Eastwood donne à un acteur qui est devenu l'un de ses acteurs fétiches, peut-être même son acteur fétiche. Un rôle absolument sublime, un costard taillé sur mesure. Voilà. Et le dernier film dont j'ai envie de vous parler pour définitivement enfoncer le dernier clou dans le cercueil. Alors pas dans le cercueil d'une personne, hein, je ne veux de mal à personne, mais dans le cercueil de cette théorie selon lesquelles Eastwood serait un raciste, invétéré. Je veux dire, il y a des gens parfois, par le passé, on avait l'impression que s'il y avait un trou dans la couche d'ozone, c'était la faute à Clint Eastwood, quoi. Hein. Bon, donc, un dernier exemple de à quel point ces accusations étaient injustes, infondées, mais bon, on est dans les années
2005, 2008, 2009, où plus personne n'ose accuser Clint Eastwood de raciste, etc. Ce qui était courageux, c'était de s'abstenir de le traiter de raciste dans les années 70. Le traité d'humaniste de type qui fait des films ou qui réconcilie les gens et qui met tout le monde de bonne humeur, lui reconnaître ce talent-là dans les années 2000, bon, c'est bien, mais c'est quand même arrivé un petit peu tard. Voilà, ce qui aurait été sympathique, c'est que les gens qui l'ont accusé quand il en était à ses débuts ou milieu de carrière et où il ne pouvait pas toujours faire ce qu'il voulait parce qu'il n'était pas le patron, quoi, hein, et que la société américaine évoluait en même temps que lui évoluait en tant qu'individu. Voilà, ça aurait été plus intéressant que ces gens-là s'abstiennent de faire des reproches à deux balles à ce moment-là, hein, parce que applaudir quand tout le monde applaudit, tout le monde sait le faire. S'abstenir de crier avec les loups, de hurler avec les loups, c'est déjà un peu plus courageux et un peu plus intéressant intellectuellement. Mais donc, le dernier film dont j'aimerais vous parler, c'est bien sûr le sublimissime Gran Torino. Alors, pour des raisons que j'ignore complètement, j'ai découvert très récemment que c'est, je crois, le film d'Eastwood qui a le mieux marché en salle en France. Alors, j'ignore les raisons. Ça ne me dérange pas du tout parce que c'est un bijou ce film, donc c'est très bien qu'il ait très bien marché en France. Mais pourquoi le public français dans les salles a privilégié ce film par rapport à d'autres d'Eastwood, je sais pas, je sais pas vraiment. Bon. Alors là, on est quand même sur du lourd, hein. On est sur quelque chose de très 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 de grandiose parce que dans ce film, Eastwood s'attaque à plusieurs types de préjugés. C'est un film très ambitieux, je trouve, hein, Gran Torino. Bien sûr qu'il s'attaque aux préjugés ethniques, raciaux, utilisez les mots que vous préférez, hein, les amis. Euh, un type qui est plutôt raciste au départ, un type d'un certain âge, donc ouais, il est de 78 ans, qui vit dans un pavillon, dans une banlieue bien pourrie de Detroit, la capitale de l'industrie automobile aux États-Unis, hein. Il fait jamais beau, voilà, on n'est pas à Malibu, hein, avec les plages, etc. Et on n'est pas non plus à New York avec l'effervescence de la vie intellectuelle. Voilà, on est vraiment dans la grande ville industrielle américaine où les gens sont là pour bosser dans des métiers manuels, durs, mais qui ont apporté du prestige au pays à un certain moment, avec une industrie automobile qui marchait très bien. Et puis avec la concurrence asiatique, etc., dans le marché automobile, le déclin qui commence à arriver dans l'industrie automobile, une ville qui commence à perdre de son lustre, de sa beauté, qui devient une ville de banlieue, de délinquance, etc. Et là-dedans, on a donc un retraité de l'industrie automobile qui est d'origine polonaise, hein, donc comme énormément d'Américains, il a des origines immigrées, puisque l'Amérique a toujours été une terre d'immigration. Donc lui, il a des origines polonaises. Ben, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'aime pas beaucoup les étrangers, pour quelqu'un qui a des origines étrangères lui-même. Et il voit d'un mauvais œil le fait que dans son quartier, qui est un quartier qui ne cesse de se dégrader au niveau du prestige immobilier, etc. Voilà, c'était des pavillons coquets, puis les gens qui ont de l'argent sont partis. Lui, c'est un modeste retraité de l'industrie automobile. En plus, sa femme vient de mourir. Il se retrouve tout seul. Ses enfants qui ont eu eux-mêmes leurs enfants, ils habitent loin de là, on ne sait plus trop où. Il a du mal à se comprendre avec eux. Il y a un problème un petit peu d'échange entre générations. C'est ce qui fait du film Gran Torino pour moi aussi un grand chef-d'œuvre d'Eastwood. C'est qu'il ne va pas être question seulement de préjugés et de malentendus entre gens
d'origines ethniques différentes, mais il va être question aussi de malentendus, de préjugés entre gens de générations différentes. Et ça rend le film d'autant plus complexe et excitant. Donc voilà, ce Walt Kowalski, ce retraité de l'industrie automobile de Detroit, hein, dans le Michigan, voit d'un mauvais œil arriver dans la maison à côté de la sienne, dans les maisons à côté de la sienne, de plus en plus de gens d'origine asiatique. Et il va les regarder avec méfiance et bougonner dans son coin en se disant qu'il a quand même connu autre chose. Et puis il va finir par sympathiser avec la famille qui vient de s'installer juste à côté de sa maison. Il découvre donc cette famille issue de la communauté Hmong, donc qui vient du Laos essentiellement. Sont des gens qui, oui, comme je l'ai dit à un autre moment, mais on peut se répéter une fois ou deux et ça peut apporter quelque chose. Ce sont des gens qui finalement ont été rejetés un peu par tout le monde. Ils ont aidé les Américains pendant la guerre de Corée. Guerre de Corée que le personnage joué par Eastwood a faite. Et visiblement, il a des choses sur la conscience de ce côté-là. Ça va être important au fil du film. Et voilà, pendant la guerre de Corée, ils étaient plutôt du côté des Américains. Les Américains, une fois partis, ont peut-être un peu oublié qu'ils laissaient derrière eux des gens qui les avaient aidés et qui allaient se retrouver extrêmement vulnérables après donc, le départ des troupes américaines face à une population de compatriotes asiatiques qui les considéraient comme des propres traîtres. Et donc, beaucoup de ces gens de cette communauté finissent par immigrer aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ne se sentent pas très bien accueillis non plus. Le personnage donc joué par Clint Eastwood va de mieux en mieux comprendre tout ça et voir que voilà les préjugés qu'il avait sur les Noirs ils sont comme ça, les Asiatiques ils sont comme ça. Voilà, au début du film il est très caricatural. Hein, et c'est ce qui est formidable avec un acteur qui a réussi sa carrière et qui est plutôt vers la fin de sa carrière, c'est que il se permet de jouer des personnages antipathiques, enfin du moins antipathiques au début du film, parce que après ça va quand même être un héros. Mais il n'a pas peur d'abord de se montrer sous un aspect plutôt désagréable, hein, si ça sert le propos de son film. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc au fil du film, il va découvrir que dans cette communauté qu'il ne connaissait pas du tout, c'était pas son univers, et contre lesquels il avait plutôt des préjugés négatifs, et il n'aime pas trop les voir arriver en nombre autour de chez lui. Mais il s'aperçoit que ce sont tous des gens très différents, qu'il y a même au sein d'une même famille, au sens large, hein, des cousins, etc. Il y a des criminels, délinquants, trafiquants de drogue, trafiquants d'armes, et puis des jeunes femmes et des jeunes hommes qui veulent aller à l'université, réussir leurs études, et qui sont très respectueux de leur famille et des coutumes. Il finit par comprendre tout ça. Et ce qui est formidable, donc, c'est qu'en plus, il finit par comprendre que quelqu'un de son âge peut aussi éprouver une grande sympathie envers des gens qui sont beaucoup plus jeunes que lui et avec qui il va tisser de véritables liens d'amitié. Il y a une scène très forte dans le film où Eastwood se parle à lui-même. Il a des problèmes de santé très sérieux. Bon, je ne veux pas trop spoiler non plus, hein, mais et il y a des problèmes de santé très, très sérieux et donc il se retrouve dans la salle de bain de ses voisins asiatiques qui l'ont invité à venir manger chez eux et qui font une fête. Et lui se rend compte en crachant du sang
dans le lavabo de la salle de bain parce qu'il est malade. Il regarde dans le miroir et il se dit, mon Dieu, j'ai plus de choses en commun avec ces gens de l'autre bout du monde contre qui j'avais des préjugés. J'ai finalement plus de choses en commun avec eux, d'affinités, d'atomes crochus, euh, de compréhension implicite qu'avec les gens de ma propre famille. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on découvre au fil du film que s'il s'entend pas très bien avec ses enfants et ses petits-enfants, c'est qu'il n'y a pas toujours mis du sien non plus. Hein. On en revient toujours à l'idée, à cette chose un petit peu chez Eastwood, que voilà, on n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. C'est pas toujours les autres sont bien, moi je suis un salaud ou vice-versa. C'est que voilà, en moi j'ai des côtés bien, j'ai des côtés salauds, et j'ai des côtés ni l'un ni l'autre, mais pas terribles, quoi. Ce film pour moi, Gran Torino, est vraiment. Allez là, je ne vais rien dévoiler sur la fin, mais je trouve même que jusque dans la fin du film, c'est vraiment un testament. Et Eastwood nous fait savoir. Nous fait ressentir un petit peu quel a pu être le fil conducteur de sa carrière, quelles ont pu être les contradictions parfois qu'il a pu avoir dans certains de ses films. Peut-être que le réalisateur Eastwood veut faire un peu la paix avec certaines parties de sa carrière, comme le personnage de Gran Torino veut faire la paix lui-même avec son passé. Je suis très heureux qu'après ce film, Eastwood ait continué à vivre 15 ans de plus. Il est toujours en vie au moment où je vous parle. Et donc, il a pu faire davantage de films depuis celui-là. Mais je trouve que si celui-là avait été le dernier, c'était le film Testament parfait. Pour moi, vraiment. Gran Torino, c'est, même s'il a fait d'autres films depuis, c'est le film testament par excellence que pouvait nous offrir Clint Eastwood. Voilà. Je sais qu'il y a une dizaine d'années de cela, je crois, je me rappelle, il y avait une grande mode qui était de déboulonner les statues physiquement, hein, dans la rue. Des gens allaient déboulonner des statues sur des places publiques, etc. Euh, Certaines personnes qui se livraient à ce genre d'actes étaient très radicales et on peut les critiquer pour cela, mais parmi eux, il y avait des gens qui quand même, de temps en temps, s'étaient bien documentés sur les personnes qu'ils voulaient désacraliser à travers ce geste. Je crois que ce phénomène, enfin, je suis peut-être pas trop au courant, j'ai l'impression que ce phénomène est en perte de vitesse et qu'on déboulonne moins des statues physiquement. Mais par contre, détruire des réputations sur Internet en 5 minutes et faire des dizaines de milliers de vues, des centaines de milliers de vues, et alors ce qui est écœurant dans l'histoire, c'est que donc en plus on peut gagner de l'argent avec ça. C'est très facile. Et ça ne demande pas beaucoup de travail, parfois même ça ne demande pas de travail du tout. On lance des rumeurs, on dit ouais, voilà, un tel il est raciste, un tel il a insulté les femmes. Et j'ai l'impression parfois qu'on s'adresse à des générations de gens, c'est-à-dire c'est pas seulement le créateur de contenu qui a été feignant, c'est aussi ceux qui l'écoutent. Euh, et tout ça, ça m'a l'air d'être de plus en plus florissant dans l'air du temps. Et voilà, on peut critiquer un politicien à l'heure actuelle ou une politicienne simplement parce que on n'aime pas sa gueule ou on l'a entendu dire deux trucs dans un journal télévisé et ça fera l'affaire. On s'est fait une opinion et puis on lira jamais le programme de la personne, alors que ben, c'est quand même la base de l'activité de
de personnalités politiques, c'est de proposer des programmes, etc. Et c'est sur ça qu'on devrait les juger. De la même façon, voilà, on se permet de transformer des impressions sur des artistes, des personnalités publiques. On transforme ça sur un caprice, par caprice. On transforme ça en vérité absolue, alors que derrière, normalement, quand on s'intéresse aux artistes, on s'intéresse à leur œuvre. Et on vérifie ce qu'il y a à vérifier à travers l'œuvre de ces personnes. Alors ça, par contre, c'est beaucoup de travail parfois. Bon, moi, j'ai pas eu de travail à faire trop là-dessus. Je vais avoir énormément de travail au niveau des illustrations. Pour trouver des images, ça va être un travail de titan. Par contre, pour vous expliquer tout ce que je viens de partager avec vous, et j'espère que ça vous a plu, là, ça m'a demandé aucun travail, puisque c'est des choses que je sais déjà depuis des années, puisque je suis un vrai passionné du cinéma de Clint Eastwood. Donc moi, je ne me suis pas fié à des impressions, je ne sais pas quoi. Je me suis fié à des choses que je connais, parce que je parle d'un sujet que je maîtrise, parce qu'il me plaît et qui m'intéresse depuis longtemps, qui est l'œuvre de cet artiste. Moi, je ne vais pas faire des millions de vues en défendant Clint Eastwood contre ces chevaliers d'une nouvelle ère, qui parlent alors qu'ils ont peut-être vu 2 films qu'il a fait, alors qu'il en a fait, j'ai pas compté, mais ces films se comptent par centaines. Eux, ils en ont vu 2. Sa tête leur revient pas. Bon, ben ça suffit pour réactiver des polémiques à son sujet qui n'existaient plus depuis plus de 20 ans. Mais voilà, ça revient à la mode. Alors, il me semblait intéressant de remettre les points sur les i et puis d'en profiter pour rappeler de façon plus générale, plus globale, que avant voilà, de mettre des gens en pilori, il faut quand même s'être documenté un petit peu, et que c'est parfois très ingrat parce que ça ne rapporte rien en termes de monétisation, de nombre de vues. Nous vivons vraiment dans une époque où le débat est devenu un spectacle en lui-même. Et c'est pour cela que finalement les gens ont ressentent de moins en moins besoin d'avoir de nouveaux musiciens, de nouveaux cinéastes, etc. Parce que le débat devient un spectacle en lui-même. Voyez le succès énorme d'émissions, je vais éviter de les citer, mais enfin bon, que ce soit à la radio ou à la télévision, des animateurs vedettes, etc., parfois classe, parfois très vulgaires, ont un succès énorme grâce à des émissions de débat. En soi, pourquoi pas, c'est peut-être pas choquant que avoir une place grandissante dans nos sociétés où les programmes qui ont le plus de succès sont des gens qui veulent donner leur avis à tout prix, à tout prix, à tout prix. Bon, c'est pas mal en soi peut-être, mais le problème c'est que on s'aperçoit que les gens aiment de plus en plus parler de sujets auxquels ils ne connaissent rien, mais on leur donne la parole quand même. Et ça leur donne une importance. Les mecs qui ont dit vite fait en anglais que Eastwood c'était un raciste parce qu'il a dit tel truc en 73, déjà c'est pas vrai, il a pas dit ce qu'on lui reproche d'avoir dit. Mais voilà, le type, il a eu, comme disait Andy Warhol, il a eu ses 5 minutes de gloire, quoi. Le mec, ça a été c'est une vedette des réseaux sociaux pendant 5 minutes parce qu'il a dit, voilà, regardez ce sale type, on nous le fait passer finalement maintenant qu'il est vieux pour un humaniste, mais regardez comme quand il était jeune, il nous a prouvé que c'était un sale type. Donc le type, en 5 minutes,
Il s'est fait mousser, il se fait connaître, il fait des millions de vues sur Internet. Ben, je suis désolé mon gars, mais Clint Eastwood c'est devenu une vedette planétaire, euh, mais il a travaillé 60 ans pour ça. Donc on n'est quand même pas sur la même échelle de valeur. Ton nom à toi, jeune wokiste ou moins jeune d'ailleurs, wokiste à la mode là qui veut déboulonner la statue, t'inquiète, hein, ton nom à toi, dans 2 ans, je vais être gentil, dans 2 ans, on l'aura oublié. Clint Eastwood, par contre, lui, son nom, il est inscrit à tout jamais dans liste, en tête de liste dans l'histoire du cinéma américain et mondial, hein. Et il est arrivé à ça avec 60 ans de boulot. Et s'il est arrivé à ça, à être une icône du cinéma mondial, ben forcément, ça ne peut pas être en ayant été quelqu'un de clivant, qui a caressé dans le sens du poil une partie de la population et craché sur une autre partie de la population ou mépriser une autre partie. Non, une icône du cinéma mondial, c'est quelqu'un qui à un moment donné a su proposer des choses excitantes, des choses enthousiasmantes, des choses édifiantes à, à toutes sortes de personnes, hein. Et c'est ça qui fait la beauté des artistes finalement, hein. Peut-être que les politiciens, forcément, eux, vont être clivants parce que si toi tu penses euh, le contraire de ce que dit un politique, même si tu le trouves peut-être sympathique humainement, tu vas dire non, non, ce type ça va pas, il propose le contraire, hein, donc je peux pas l'apprécier. Je vais apprécier celui d'en face parce que lui, il dit ce que je veux entendre, oui, ce qui m'intéresse, ou ce à quoi je crois. Mais un artiste, lui, il a le pouvoir magique de pouvoir plaire et enthousiasmer des gens qui, par ailleurs, n'ont peut-être pas grand-chose en... Clint Eastwood a eu un succès méga planétaire euh, en, en ayant parmi ses fidèles spectateurs, et ben justement énormément de spectatrices, des femmes qui jamais n'ont eu l'impression que c'était un sexiste imbuvable et indécrottable. Il a eu également, même si des gens comme Spike Lee ne l'apprécient pas et que Spike Lee est une icône du cinéma afro-américain, si Clint Eastwood a eu le succès qu'il a eu à travers les générations, c'est en plaisant aussi, en proposant des choses intéressantes à beaucoup de gens des communautés afro-américaines. Et évidemment, sa passion pour le jazz a pu les rapprocher de ce type de personnes. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, il suffisait déjà de penser à cela, hein, pour se dire que les accusations étaient ridicules dès le départ, mais elles m'auront au moins permis de faire quelque chose que j'aime beaucoup, qui est de me remémorer le parcours d'un artiste que j'adore. Et même si moi qui essaie d'être un artiste amateur, humblement à ma façon, mais pas du tout dans le même type d'univers et dans le même type d'activité, eh bien, des grandes figures comme celle d'un réalisateur comme Clint Eastwood, ce sont des sources d'inspiration euh, qui me poussent à essayer d'être meilleur, moi, dans l'art que je propose, dans les choses que je propose. Et c'est pour ça que je tenais à le réhabiliter si vraiment il en était encore besoin. Voilà.
essayez d'être meilleur quand même, hein, les gens qui essaient de détruire les légendes comme ça. C'est pas parce que c'est à la mode que ça va être toujours facile, hein. Euh, si ça va finir par se voir que vous connaissez pas votre sujet, hein. Donc voilà, mais en même temps, je vous considère comme des adversaires, donc je vais peut-être pas commencer à vous donner des conseils pour que vous soyez meilleur, hein. Restez médiocre comme ça et puis euh, laissez les gens se faire leur avis en allant voir des films. Euh, Ça sera beaucoup mieux comme ça. Bonne fin de journée, nuit, après-midi, où que vous soyez, et portez-vous bien.